Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Question d'actu se penche ce soir sur l'actualité économique, marquée ces derniers jours par les chiffres rendus publics par le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, qui a présenté un rapport lié aux évolutions financières et monétaires de 2016 et 2017, relatives notamment à la valeur du dinar, la masse monétaire circulant hors circuit bancaire, la baisse des réserves de change ou la balance des paiements. Alors, c'est le thème de notre débat ce soir, dans lequel nous essaierons avec nos experts de faire une analyse exhaustive sur les principaux chiffres de ce rapport. Et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mostafa Mekidesh. Vous êtes vice-président du CNES, économiste et spécialisé questions énergétiques notamment. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Également avec nous le professeur Mohamed Cherif Ben Mihoub, professeur en économie. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Et à vos côtés, le professeur Youssef Ben Abdallah, également professeur en économie. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui remercie. De Canal Algérie. Merci. Mais avant de commencer notre débat, je vous propose de suivre avec nous ce compte rendu et on revient juste après. Très attendu, la présentation par le gouverneur de la Banque d'Algérie du rapport sur la situation financière et économique insistera sur la capacité du pays à faire face aux chocs financiers externes liés à l'effondrement des prix du baril du pétrole depuis fin 2014. Dans son intervention, le gouverneur de la Banque d'Algérie dira que le système financier national a plus ou moins résisté aux chocs résultant de la chute des recettes des exportations des hydrocarbures et de la fiscalité pétrolière. De janvier à septembre 2017, le déficit budgétaire n'a été que de 795 milliards de dinars contre plus de 1500 milliards durant la même période de l'année 2016. En 2016, le déficit était plus lourd avec 2341 milliards de dinars. La raison ? Un prix moyen de baril de pétrole ne dépassant pas les 45 $. Et pour combler une partie de ce déficit sans recourir au financement non conventionnel, les 740 milliards de dinars du Fonds de régulation et des dépenses publiques, le FFR, seront totalement épuisés au début de l'année 2017. L'autre problème sérieux né de cette conjoncture financière défavorable, les liquidités bancaires. Depuis la fin 2015, le système bancaire a connu un début d'assèchement de la liquidité en raison de la division par deux des rentrées financières des hydrocarbures. Retournement de situation, en 2013 et grâce à un pétrole à 100 $ le baril, ces mêmes banques connaissaient des surliquidités. Pour permettre au système financier national de fonctionner, la Banque d'Algérie a refinancé les banques commerciales à hauteur de 443 milliards de dinars à fin 2016. D'autres mesures seront prises pour faire face à ce choc financier, dont une augmentation du capital social des banques à 500 milliards de dinars, ainsi qu'un renforcement des niveaux des réserves et des provisions. La reprise à la hausse des cours du pétrole ainsi que la décision prise par le gouvernement de recourir au financement non conventionnel ont sensiblement amélioré les liquidités bancaires qui ont atteint les 1400 milliards de dinars à fin 2017. Le recours au financement non conventionnel a permis la relance des projets socio-économiques et des infrastructures de base. Cette décision aura des répercussions positives sur la croissance et l'emploi, sauf qu'elle aura des incidences sur la dette publique interne qui risquerait fort d'exploser d'ici 2021. Dans le cas où les objectifs de diversification de l'économie nationale et de l'augmentation sensible des recettes des exportations hors hydrocarbures tracés par le gouvernement ne seraient pas atteints d'ici 2021. Alors, je commencerai avec vous, professeur Youssef Ben Abdallah. Me direz-vous beaucoup de chiffres à commenter, mais pour résumer un peu et poser cette question d'ordre général, on parle d'une amélioration sensible en dépit de tous ces chiffres qui sont toujours dans le rouge. Oui, la question est un peu difficile. Je ne sais pas par quel bout la prendre. Là, on parle de choc financier, mais on oublie aussi de faire la relation sur le réel. La première réflexion que je voudrais faire est que la résistance de notre économie, entre guillemets bien sûr, mais paradoxalement, et sa faiblesse ont la même source.
prix du pétrole. Le prix du pétrole, je m'explique, ce sont les politiques dites conservatoires qui ont été prises au début de la décennie 2000, qui aujourd'hui continuent à servir de résilience, là aussi, entre guillemets, mais à notre économie nationale. Le problème qui est posé aujourd'hui est qu'en dynamique, c'est-à-dire dans un délai de moyen terme, 4-5 ans, ces graisses qu'on a accumulées pendant la période des vaches grasses, quand elles vont fondre, hein, est-ce qu'on pourra continuer à se prévaloir des mêmes résiliences, à moins de supposer, je pense que c'est l'essentiel de tous les débats actuellement sur l'économie algérienne, que d'ici là, on ait mis en œuvre des politiques structurelles qui donneront à ce moment-là, dans un horizon de 4-5 ans, les premiers résultats et qui refonderont des anticipations optimistes pour l'ensemble des agents économiques de ce pays. Que ce soit la population, dans toutes ses composantes, les entrepreneurs, les managers, même au niveau politique, ou tout simplement les acteurs étrangers. Alors, je vous propose pratiquement la même question à M. Belmihoub. Quelle première lecture faites-vous globalement de ce rapport avant de rentrer dans les détails? Oui, sans aller dans les détails, le commentaire sur chacun des indicateurs présentés, je pense qu'il faut mettre en rapport la situation monétaire et financière avec l'économie réelle. Et cette relation apparaît dans 2 ou 3 indicateurs qui sont plutôt inquiétants. Qu'est-ce qu'on relève en 2017? La baisse des importations, des équipements et des semi-produits. Donc l'investissement, il ne faut pas compter... Là, l'économie est en panne. C'est-à-dire on importe encore des produits alimentaires qui sont en croissance. Mais là où on devrait plutôt importer davantage pour la croissance, une baisse des importations dans cette catégorie de biens. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément qui me semble important, c'est celui lié à la situation du crédit à l'économie, qui est en croissance. Le crédit à l'économie est en croissance de 12,3% en 2017. Ça peut être un bon signe, mais on ne nous explique pas à qui sont destinés ces crédits à l'économie. On dit que plus de 50% vont au secteur privé, mais je crains qu'il y ait une bonne part va à l'importation aussi. Donc ça, c'est une inquiétude. Donc ce sont les indicateurs qui me semblent les plus significatifs, c'est-à-dire le rapport entre la sphère financière et monétaire et la sphère réelle. Maintenant, il faut ajouter aussi l'autre élément qui est inquiétant, c'est celui de la baisse des quantités des hydrocarbures exportés. Donc il y a l'effet prix plus l'effet quantité. Là aussi, c'est une source d'inquiétude pour l'économie algérienne dans l'avenir. Donc voilà, globalement, il y a des indices d'amélioration de la situation en termes d'équilibre financier, d'évolution positive sur la balance commerciale, etc. Mais si on regarde dans les détails, les indicateurs ou les signaux sont plutôt négatifs dans cette conjoncture. Autre élément, c'est vrai que tous les indicateurs ou l'évolution des indicateurs ont été calculés uniquement de l'année 2017 sur 2016. Ce n'est pas significatif en termes pour l'analyse. Il faut avoir des séries un peu plus longues pour voir l'évolution de l'économie. Et ça aussi, dans le rapport de la Banque d'Algérie, le rapport présenté devant le Parlement, effectivement, il y a eu beaucoup de chiffres, mais peu de commentaires et peu d'analyses. C'est dommage parce que les données ne sont pas disponibles pour pouvoir analyser toutes ces données. Ce qui a un peu aussi... Oui, je termine juste un élément par rapport à la Banque d'Algérie. Ce qui m'a un peu attiré mon attention à la lecture de ces éléments, la Banque d'Algérie a augmenté son capital, la portée de 300 milliards à 500 milliards. C'est bien, ça lui donne une capacité d'engagement dans l'économie, dans l'avenir. Par rapport au financement non conventionnel, bien sûr. On ne dit pas quelles sont les sources d'augmentation de ce capital. C'est ce que je disais. Il y a la contrepartie, bien sûr, du capital augmenté, mais on ne dit pas par quelle
le financement non conventionnel n'explique pas tout. L'autre élément, c'est que la Banque d'Algérie a réalisé des profits, elle a versé des dividendes au Trésor de l'ordre de 610 milliards de dinars. Ça aussi, c'est bien que la Banque d'Algérie réalise des dividendes et qu'elle les verse au Trésor pour contribuer au financement du déficit. Mais là aussi, on ne nous explique pas d'où viennent ces dividendes, parce que la Banque d'Algérie a des relations avec le système bancaire et donc il faut chercher un peu l'explication. Est-ce que c'est des placements des réserves de change à l'étranger, des fonds souverains, oui. Voilà, ou comment et à quelle rentabilité. Donc voilà, nous avons des indicateurs, nous avons quelques chiffres, mais le détail n'y est pas, et ça c'est pas suffisant. Le rapport manque d'analyse et de. C'était aussi peut-être la mission des représentants du peuple de poser les questions qu'il faut. Peut-être. Je ne sais pas s'ils ont posé ces questions. Monsieur Liquides. Oui, donc je réponds à la question que vous aviez. À la question oui, oui. Moi, je crois que la réponse doit être nuancée. C'est vrai que l'Algérie donc a résisté à un choc externe d'une ampleur et d'une durée qui est extrêmement violente. Ça, il faut bien la résister parce qu'il y avait donc un certain nombre sur le principe de précaution, un certain nombre, disons, d'amortisseurs qui avaient été mis en place. Fonds de régulation des réserves, et également réserve de change. Mais ça a donc c'est comme une batterie, c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que vous avez une batterie, elle peut fonctionner, et puis à partir d'un certain moment, donc on arrive à la fin de cette durée de résilience si vous ne mettez pas en place d'autres moteurs de la croissance qui peuvent donc venir donc apporter les ressources qui sont par ailleurs en diminution de façon irréversible. Je parle des ressources financières provenant du secteur des hydrocarbures, à la fois par les quantités, ça a été oublié, donc c'est des quantités qui diminuaient depuis 2007, puis ensuite il y a eu on est dans une situation d'extinction de la rente en tant que quantité. C'est pour ça que le statut de l'exploitation du gaz de schiste, de mon point de vue, devient une question de sécurité nationale. Il va falloir y aller. On en parlera après. Donc, sur le plan des quantités et sur le plan des prix, donc ça a été divisé par deux. Donc, c'est extrêmement. On nous prévoyait, certains analystes, à la fin 2014, prévoyaient le même processus que le Venezuela pour l'Algérie. Le même processus. Et d'autres pays pétroliers comme nous, qui ont plus de ressources, je pense à l'Angola, je pense au Nigeria, ont eu des situations beaucoup plus compliquées que la nôtre. Donc ça, c'est pour la partie positive. Est-ce que pour autant, nous avons mis en place les politiques alternatives qui, sur le plan structurel, comme ça a été dit tout à l'heure, sont nécessaires? Je pense donc au premier choc qui était prévisible et que les pouvoirs publics n'ont pas vu ou ont sous-estimé. C'était celui donc du choc budgétaire, du déficit budgétaire, pensant que le fonds de régulation des recettes allait rester de façon indéterminée, alors que les sources de son refinancement... Les experts avaient tiré la sonnette d'alarme. Oui, nous avons tiré à l'époque, mais ça n'a pas été entendu. C'est-à-dire qu'on a continué dans l'exercice 2015 comme si sur le plan budgétaire, il n'y avait pas ce risque d'assèchement qui était daté, qui était connu du Fonds de régulation des recettes en 2017. C'est ce qui s'est passé. Donc ça a été une sous-estimation. Et donc on n'a pas mis en place les politiques budgétaires de rigueur budgétaire, pour des raisons dont on peut parler tout à l'heure. Et maintenant la question s'est posée, donc lorsqu'on a voulu les mettre en place, on a également sous-estimé la difficulté, parce que c'est complexe, d'un atterrissage qui ne serait pas un atterrissage en douceur. Je pense par exemple au BTPH. Imaginez que les 1000 milliards de dinars n'ont pas été rajoutés, les 2000 milliards de dinars, 1000 pour des projets engagés qu'il fallait payer, qu'on n'a pas payé, plus les autres 1000 milliards de dinars qui ont débloqué un certain nombre de projets qui supposaient qu'on ne l'ait pas fait. Eh ben, on serait dans une situation où le BTPH serait complètement à plat. Et encore, le problème existe. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir donc avoir
à la fois des politiques de rigueur budgétaire adossées au principe de réalité. On peut pas non plus se retirer, donc avoir un plafond, si vous voulez, de dépenses qui ne correspondent pas à un niveau d'activité pour des questions de... Ça, c'est le premier point. Et l'autre tsunami qui va arriver, il faut qu'on en parle, que l'opinion publique le sache, c'est les réserves d'échange, c'est la balance des paiements. On est en train donc de pomper sur ces réserves de change, bon an, mal an. Certains l'estiment à 20 milliards de dollars ou 30 milliards de dollars en fonction, si vous voulez, de... Alors donc, les réponses qui sont apportées peuvent être considérées comme des réponses qui ne sont pas appropriées. Je pense donc au fait de dire, bon, maintenant il va falloir avoir donc limiter les importations. Comment limiter les importations pour limiter le déficit commercial? Et j'observe à ce propos que l'amélioration ou la diminution du déficit commercial pour 2017 ne l'a été essentiellement que parce que les prix des hydrocarbures sont passés d'autour de 40, donc à peu près à 50. Donc on a donc plus exporté en valeur les hydrocarbures, ce qui a limité notre déficit commercial. Mais structurellement, le problème se pose. Et ça, donc, je le dis de façon très nette, nous l'avons dit ensemble, tu te souviens, donc, au cours du colloque du cinquantenaire du CNES, de la nécessité d'un nouveau paradigme de croissance qui allume réellement les nouveaux moteurs de croissance et qui fasse que le secteur privé dégage non seulement une partie donc, de participation à la fiscalité hors hydrocarbures importante, mais également dégage des devises à l'extérieur. Et ça, c'est ça l'objectif réel qu'il va falloir mettre en œuvre. Alors, on est toujours, Monsieur Ben Abdallah, dans le cercle vicieux. Prix du pétrole, réserve de change, baisse de la balance des paiements. Donc, est-ce qu'on peut dire que les mécanismes proposés, les dispositifs mis en place n'ont pas été aussi efficaces qu'on escomptait? Oui, alors je voudrais rebondir juste pendant une petite seconde à ce que vient de dire Mkhidesh, mais concernant la balance des paiements et donc ce recours aux réserves de change pour financer les déficits qui se profilent pour les prochaines années. Moi, je ne suis pas aussi alarmiste. Je suis pessimiste de nature, mais quand j'examine les comptes de l'Algérie, je ne suis pas pessimiste par les chiffres. Je suis pessimiste par les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre ou qui pourraient l'être. Je m'explique. Là, une projection rapide sur 4-5 ans, même avec des prix qui restent, des prix du pétrole, j'entends, mais qui restent au niveau de $50, et un niveau d'importation aussi qui reste à 41-42 milliards de dollars, mais importation de biens, hein, mais importation de biens. Je pense que c'est un niveau minimal, mais on ne peut pas descendre au-dessous de ce niveau. Mais on aura recours aux réserves de change à peu près 11-12 milliards par an. Le gouverneur de la Banque d'Algérie vient de dire que les réserves de change sont actuellement à 97 milliards. Dans une hypothèse de statu quo, sur 4-5 ans, on aura épuisé 45-50 milliards. Il restera toujours 50 milliards. 4-5 ans en économie, pour des économies suffisamment souples, moins rigides que les nôtres, est un temps mais suffisant pour changer de signaux, pour changer de politique économique, pour changer de comportement, ou de moins les initier. Donc moi je ne suis pas catastrophé par les chiffres. Hein. Dans d'autres pays du monde, avec les comptes de notre nation, on saura faire. Hein. Je le dis très très clairement. Maintenant, à la question qui est posée, mais comment on retourne toujours à la même situation. Mais tout à l'heure, Mkhidesh a parlé de pôles de croissance qui ne sont pas liés au budget d'équipement, donc le secteur privé, etc., et qui se montreraient et qui justement vont séparer ce modèle de double déficit dans lequel nous nous trouvons, parce que mais en même temps on a un problème d'équilibre interne et un problème d'équilibre externe. C'est naturel pour les économistes que ces deux équilibres soient quelque part liés. Mais en Algérie, c'est la même dynamique qui les commande, c'est le prix du pétrole.
Maintenant, mais pour parler en termes de croissance économique, comment les séparer, c'est-à-dire comment le prix du pétrole ne se transmet pas en même temps à la balance des paiements et au budget, là il va falloir aller vers une croissance économique, mais qui soit indépendante du budget d'équipement. Donc il faut un modèle. D'accord. Et là, on aura, c'est-à-dire, c'est une autre politique d'investissement, etc. Quand on examine actuellement la configuration de notre économie, mais tout le monde le sait, c'est un secret pour personne, ni pour le gouvernement, ni pour les analystes. L'essentiel de la croissance, hors hydrocarbures, elle vient des BTP et des services. C'est-à-dire des secteurs qui n'ont aucune puissance d'entraînement, qui n'ont aucune puissance de croissance durable. Ce sont des secteurs qui sont nourris par le budget de l'État, d'accord, qui n'ont pas d'effet de croissance sur les autres. Mieux que ça, ce sont les secteurs où la productivité est la plus faible. D'accord. Si on veut une croissance dynamique, il faut aller vers les secteurs avec des effets très puissants sur la croissance, c'est-à-dire à meilleure productivité. Mieux que ça, la transformation structurelle dont on parle en Algérie actuellement, on peut la qualifier d'une transformation à rebours. C'est-à-dire que les facteurs de production, au lieu d'aller vers les secteurs à meilleure productivité, à meilleure valeur ajoutée, ils ont migré vers les secteurs où la valeur ajoutée est la plus faible, où la productivité est la plus faible. C'est-à-dire qu'ils entraînent l'économie vers l'arrière. Donc il s'agit bien de politiques structurelles à mettre en œuvre dans le moyen et long terme pour séparer d'abord sur le plan strictement comptable le budget de l'État de la balance des paiements et donner à l'économie une certaine indépendance par rapport au budget et par rapport au prix du pétrole. C'est la seule façon de voir. Mais pour le moment, on est en train de mettre en place des politiques pour gérer l'immédiat. Mais bien sûr qu'il faut gérer l'immédiat, c'est normal. Justement, à propos de cette gestion... sur les 10 milliards de dollars dont il a parlé, rapidement, juste sur ce point factuellement. Il dit 11-12, hein. 11-12, moi je ne partage pas du tout cet optimisme. Franchement, même si l'optimisme c'est de dire que finalement on a le temps, on a à peu près 100 milliards de dollars donc, en réserve de change. 97. Disons 100, allez, je vais être encore, disons 100, on en prend 10, on a 10 ans devant nous. C'est pas vrai, c'est pas 10 milliards qu'on prend, parce qu'il faut quand même tenir compte uniquement du déficit de la balance des services. Elle est déficitaire, la balance des services, et elle est payée en dollars ou en euros. Rajouter également l'ensemble des autres facteurs, on est le déficit de la balance commerciale en termes physiques, on est en moyenne, selon mes calculs, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est un chiffre, on est autour du double, c'est-à-dire que ça divise par 2 la période de grâce. Donc il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention et ne pas se dire, c'est comme pour le budget, on a le fonds de régulation des recettes, on a le temps. Il s'est trouvé qu'en 2017, il n'y avait plus rien dedans. C'est simplement cette remarque. Mais sur le fond, j'aurais autre chose à dire aussi. Alors, toujours à propos des dispositifs mis en place pour juguler un peu le déficit budgétaire et ces réformes bancaires, dispositifs plus exactement, M. Belmihoub, qui ont permis, entre autres, à faire reculer la masse monétaire en circulation. Alors, un recul de 105 milliards de dinars, milliards de dollars plutôt, 105 milliards de dinars. La masse monétaire a augmenté en 2017. Oui, le recul de la masse monétaire fiduciaire, c'est-à-dire qui est en circulation dans les circuits hors bancaires. Oui, c'est ça. Et ça, Mohamed Loukel dit que c'est dû à des dispositifs pris, notamment la domiciliation bancaire, qui a été exigée pour les importations. Effectivement, c'est un mécanisme qu'on a utilisé. Comme on a utilisé le mécanisme de la licence, comme on a utilisé le mécanisme de l'interdiction d'importation d'un certain nombre de produits qui a créé des goulots d'étranglement dans l'industrie nationale. Et maintenant, pratiquement chaque mois, on publie un décret pour dire non, ce produit, on le met, on le retire, etc. C'est ça. Ça, c'est la grande question qui est posée aujourd'hui. C'est une question de régulation de l'économie nationale. Est-ce qu'on peut réguler une économie par des actes administratifs? Ou est-ce que ça suffit? Là est la question. C'est la grande question qui est posée depuis très longtemps.
on a essayé au cours des 2 dernières années. Mais est-ce qu'on peut faire autrement dans l'urgence? Bien sûr qu'on peut faire autrement. Il faut commencer. Il y a des risques. C'est pas... Parce qu'on a pensé que c'est plus facile d'agir par des licences. C'est les décisions administratives. On s'est rendu compte que c'est pas aussi facile que cela parce qu'il y a un problème de discrétion de l'administration, pouvoir discrétionnaire, j'allais dire de production d'effets pervers lorsqu'on a des licences qui ne sont pas attribuées par des enchères, par exemple. Si on a organisé des enchères, il y aurait un peu plus de transparence. On n'a pas utilisé les instruments économiques. C'est ce qui était prévu. Par exemple, les politiques tarifaires. Puisqu'on n'est pas lié par l'OMC. Et avec l'Europe, on peut justifier tout ça, puisqu'on a justifié les licences, par exemple. Donc les politiques tarifaires, c'est-à-dire les taxes à l'importation, sont plus efficaces que les licences d'importation ou la liste d'interdiction. Donc c'est le problème numéro 1 de l'économie nationale, c'est les problèmes de régulation. On ne régule pas l'économie par des actes administratifs. Ils ont montré leur inefficacité. Bon, c'est vrai que la mesure qui a été prise par la Banque d'Algérie de domiciliation bancaire pour les importations a permis de collecter quelque chose comme 2000 milliards de dinars. Mais est-ce que c'est le seul facteur ou il y a d'autres explications? Il y a d'autres facteurs. Moi, j'ai juste... Parce que c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit dans le rapport, il n'y a pas des explications. On donne des masses, mais on ne les explique pas. Donc, on est en train peut-être de spéculer sur ces situations. Mais la domiciliation, est-ce qu'elle peut être durable? Est-ce qu'elle peut suffire pour juguler tous les problèmes de l'informel en Algérie? Et ça, c'est une question fondamentale. Si on ne traite pas l'informel, il va... Alors l'informel, je rappelle, des chiffres ont été donnés. Alors entre 1500 milliards de dinars et 2000, un chiffre énorme. Oui, c'est énorme, oui, effectivement, c'est énorme comme chiffre. Mais d'abord, je me pose la question, comment on l'a évalué? Ça, c'est la grande question. Puisque ce n'est pas observable, par définition. C'est ça la question la plus importante. Sur le plan monétaire... sur le plan monétaire, c'est un résultat comptable. Hein. Résultat comptable, mais est-ce qu'on a le taux d'utilisation de la monnaie dans les transactions? Est-ce qu'on l'a calculé pour dire un dinar est multiplié par 2 ou par 3? Oui, là, il a fait des hypothèses. Donc, le gouverneur, puisqu'il a dit, il a fait la séparation entre la monnaie thésaurisée et la monnaie de l'informel. Voilà, j'avais un deuxième argument pour aller dans ton sens, qui n'a pas été donné par le gouverneur de la Banque d'Algérie. Il ne vous a pas échappé que sur le plan sur le parallèle, la valeur de la devise étrangère a augmenté, a presque doublé. Mais quelle devise? Et donc, elle absorbe beaucoup plus de dinars de l'informel. Mais quelle devise contre quelle devise? Est-ce que tu peux t'expliquer? Mais quelle devise contre quelle devise? Peu importe. La devise étrangère? Non, oui, par rapport à l'euro, donc sur lesquels toute une partie de l'argent qui était dans l'informel a été se transformer en euros, à Square pour Saïd, mais il est resté dans avec des niveaux. Mais oui, ça reste dans l'informel. Mais donc ça a diminué, la masse. Celle-là est observée aussi. Je sais pas, elle est dans. Diminuer quelle masse? Mais la masse, elle revient. Mais l'euro est toujours dans l'informel, il n'est pas dans les banques. Bien sûr, mais ça revient. Oui, mais cet euro, donc il est exporté. C'est clair. Mais il est exporté de façon informelle aussi. Tout à fait. Mais les dinars restent ici. C'est ça le problème. Mais les dinars restent ici. Donc la masse monétaire ne bouge pas sur ce phénomène. Ça c'est une question fondamentale. On ne sait pas. On ne sait pas si le dinar reste ici. Ça, c'est une bonne question que tu as posée. Il peut repartir, puis ensuite revenir. Ah oui, mais revenir, d'accord. Oui, ça c'est une question fondamentale de l'informel. Si on ne le traite pas d'une manière ou d'une autre, je reviens là sur la question, on n'a pas utilisé aussi la dévaluation, il faut le dire maintenant. Quand on est dans un déséquilibre comme celui-là, on aurait pu aussi utiliser. On l'a utilisé progressivement, de façon très très lente. On a un lente. dinar surévalué. Mais là, le dinar reste surévalué. Là, pourquoi la Banque d'Algérie ne réagit pas par rapport à ça? C'est une question qu'on ne veut pas discuter. Non, mais il faut quand même... Et là, c'est une question fondamentale. C'est un régulateur de l'économie. On ne peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque inflationniste, M. Benihou? Mais le risque inflationniste, il peut exister aussi quand on crée de la monnaie. Le financement non conventionnel, 1700
milliards de dinars qu'on va imprimer. J'espère qu'on ne va pas les imprimer tous parce qu'on a quelques réserves ici et là. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. J'espère qu'on ne va pas imprimer tout. Ça, c'est inflationniste, là. Même si on a développé un discours que ce n'est pas inflationniste, ça ne peut être qu'inflationniste lorsqu'on est dans une situation comme l'économie algérienne, la faiblesse de la productivité, le taux de croissance qui ne sont pas très très forts. Parce que quand on a mis cette politique en place pour l'année 2018, quand on avait place, on a dit elle est adossée à des réformes structurelles. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors, le thème majeur. Maintenant, la question, où sont ces réformes structurelles? Est-ce qu'ils sont en train d'être définis? Est-ce qu'ils vont être mis en place? Je ne suis pas sûr, parce qu'on n'a pas eu écho de cette préparation. Je termine par rapport à cette question. Tout à l'heure, Moustapha a dit qu'on a ajouté dans le budget par rapport à 2017 1000 milliards pour le budget d'équipement. On a tous applaudi. On a dit c'est une décision sage, courageuse. Mais qu'est-ce qui s'est produit ce mois-ci? En lisant le journal officiel, on trouve un décret dans le journal officiel qui dit ceci. Les CAS, les comptes d'affectation spéciale, qui sont alimentés par le budget de l'État, ne peuvent en aucun cas être utilisés, sauf pour la dotation de l'année 2018. C'est-à-dire qu'il y a un transfert encore vers le... sur autorisation du Premier ministre. On commence à serrer aussi. Non, pour ne pas laisser aller vers une dépense des crédits de paiement au niveau des wilayas qui ne soient pas maîtrisés. Et la finalité, c'était celle-là. Oui, mais pour ceux qui étaient déjà engagés, mais les projets identifiés, pour qu'on ne fasse pas autre chose que ce qui était identifié précisément sur les 1000 milliards. Mais on ne choisit pas une politique de dire on a gonflé le budget d'équipement. C'est une déclaration. C'est clair. C'est même dans le document. Et un mois après... On resserre. Voilà, moi je ne dis pas que c'est bon ou c'est pas bon. Je dis il y a de l'incohérence dans la Sur la dévaluation du dinar simplement, je pense qu'il faut quand même rendre justice d'abord à l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, qui a dévalué, donc c'était donc une variable d'ajustement. Il a commencé à dévaluer progressivement la valeur du dinar par rapport à l'euro et par rapport donc au dollar, à partir de août 2000, la crise c'est juin, donc à peu près, donc on peut dater à juin 2014. À partir d'août, septembre 2014, il a commencé le processus de dévaluation qu'on lui a reproché. Et puis ensuite, le nouveau gouverneur en place a assumé cette dévaluation et il a continué donc après quelques mois d'hésitation. Parce qu'à un moment donné, donc, on lui a reproché presque, en quelque sorte, parce qu'on a sous-estimé le danger, on lui a reproché d'avoir dévalué. Et il y a des lobbies qui ne veulent pas de cette dévaluation. Les lobbies de l'importation, ils ont travaillé, je regrette, auprès des pouvoirs publics, dans les institutions de l'État, pour que cette dévaluation freine. Je ne sais pas si c'est à cause de cela qu'on l'a remercié, mais en tout cas, le fait est qu'il a procédé graduellement. De même que le nouveau gouverneur a continué, malgré les pressions, donc, à dévaluer. Alors maintenant, chacun voit midi à sa porte. Qui dit que cette dévaluation, le dinar n'est pas à ça? Et les propos courageux d'ailleurs du ministre du Commerce qui dit qu'il est plus près de la valeur réelle du dinar, elle est plus près du taux de change de ce. Mais est-ce que c'est une solution idoine avec 2000 milliards de dollars, de 2000 milliards de dinars dans le secteur informel dont une grande partie a été dollarisée? C'est ça le vrai problème. Ça c'est comme ceux qui posaient le problème de la libéralisation du capital d'échange en Algérie. Notamment des partenaires étrangers, commerciaux, économiques, les grandes puissances. L'Union européenne dit, bon, libéraliser le marché des capitaux en Algérie. Tu ne peux pas libéraliser dans une situation où tu as autant d'encaisses informelles qui existent, parce que tu ne sais pas où ça va y aller. Et donc ça, c'est un vrai problème. Alors, quel est le niveau? Moi, je crois à la vraie question. Quel est le niveau socialement acceptable d'une dévaluation du dinar? Avant donc d'aller vers dire, bon, on va considérer, si on était des libéraux, des néolibéraux, donc dire, bon, on va considérer que c'est Square pour Saïd qui va fixer la valeur réelle du dinar. Donc il y a un vrai problème là-dessus, et il n'est pas simple, je crois, à traiter. Moi, je souhaiterais dire quelques petites choses sur la valeur de la monnaie.
Alors, le secteur de la monnaie, il est exactement comme le secteur réel. Hein. Il n'échappe pas au prix du dollar et il n'échappe pas au prix, prix du dollar, au prix du pétrole. Non, le prix du dollar et le prix du pétrole. Hein. Je m'expliquerai là-dessus. Hein. D'accord. Et la relation dollar-euro aussi. Oui, mais bien sûr. Ben, c'est le prix du dollar. Tout à fait. C'est ça, c'est le prix du dollar, justement. D'accord. Vous êtes tous des observateurs de l'actualité. Début 2000, les banques sont passées d'une situation de risque de sous-liquidité à une situation de surliquidité assez rapidement. Tout à fait. Et aujourd'hui, les banques aussi, cycliquement, exactement comme l'économie, elles se retrouvent exactement dans la même situation. Elles vivent aujourd'hui un risque de sous-liquidité. D'accord ? Alors, je m'explique sur la valeur de la monnaie. D'abord, je pense que, bon, mais très rapidement, mais ça c'est formel, il faut faire une différence entre dépréciation, qui est un ajustement du taux de change, et la dévaluation, qui est une décision souveraine et une décision politique. Hein. Mais en Algérie, il n'y a pas eu de dévaluation à partir de celle de 1994. C'est un ajustement du taux de change, etc. Maintenant, sur l'état de la surévaluation. Mais tout le monde parle de surévaluation. Effectivement, il y a une surévaluation. Même si l'ancien gouverneur a ajusté le taux de change, etc., c'est un ajustement nominal. Ce n'est pas un ajustement réel. C'est-à-dire que le taux de change, quand même, il reste surévalué par rapport à sa valeur d'équilibre. Et là, il s'écarte de plus en plus de son équilibre depuis quelques années. Ceci dit, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un taux de change d'équilibre en Algérie? La vraie question est là. Est-ce que le taux de change en Algérie a un rôle d'ajusteur et un rôle d'allocation des ressources, exactement comme des économies de marché, comme on nous l'apprend dans les manuels à l'université. Là, je pense qu'il faut faire très très attention. Je suis d'accord avec les collègues pour dire qu'il faut laisser glisser le dinar pour qu'il soit au voisinage de sa valeur d'équilibre, pour ne pas déprimer le potentiel des exportations et non pas les exportations. C'est-à-dire un potentiel à venir, à développer par des mesures structurelles, etc. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, ne pas laisser la surévaluation s'accumuler pour ne pas avoir un jour, mais d'évaluer avec des risques sociaux, des risques politiques et des risques économiques extrêmement élevés, comme ceux que nous avons vécus en 1994. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un ajustement immédiat du taux de change du dinar? Je dirais tout simplement pas grand-chose. Pas grand-chose, pour des raisons très simples, et que nous avons une économie rigide et un commerce extérieur extrêmement rigide. En 2015, tout le monde pense, c'est même écrit dans certains documents, que les importations ont baissé de 6 ou 7 milliards parce que la valeur du dinar a reculé. Ce qui est faux. C'est faux. C'est la valeur de l'euro qui a reculé en face du dollar. Ce qui fait avec les mêmes quantités de dollars que nous recevons en exportation, en recettes d'exportation, on pouvait acheter chez notre principal fournisseur, qui est l'Europe, beaucoup plus de marchandises. Et donc, nominalement, effectivement, on a dépensé 6 ou 7 milliards de moins. Mais pour acheter les mêmes marchandises, mais plus. La quantité de marchandises importées a haussé de 6,5%. Alors que les importations nominales ont baissé de 6 ou 7 milliards. Moi, je pense que ça, c'est une illusion et il faudrait aller vers le calcul économique qui dévoile réellement quels sont les vrais chiffres, quelles sont les vraies structures et les vraies réponses à donner et à attendre de notre économie et du comportement de nos agents. Voilà pour la valeur du dinar. Oui, moi j'ajouterai juste un point que j'ai oublié. Maintenant, pour sa valeur, il y a des personnes, il y a des gens qui l'écrivent, il y a des gens qui le disent aussi, que sa valeur d'équilibre se rapprocherait de celle du marché noir. Ça, il me semble que c'est faux. C'est faux, mais c'est faux juste pour un problème statistique. Le marché noir, il brasse 2,5 milliards à 3 milliards de dollars an.
alors que les importations sont à 50 milliards. Par un problème de pondération, juste un problème de pondération, on voit très bien que ce n'est pas ça du tout la réponse. Non, ça, je suis d'accord sur la... D'accord, ce n'est pas ça la réponse du tout. Mais je ne suis pas d'accord, Youssef, sur un autre aspect, c'est de considérer que la monnaie, la valeur de la monnaie, la valeur du dinar est neutre dans la régulation j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Enfin, moi, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, certains investisseurs n'importent pas ou pas beaucoup quand ils ont vu que le dinar ou l'euro coûte un peu plus cher. Il y a un comportement rationnel chez les investisseurs qui disent « je n'achète pas ceci à l'importation, je vais utiliser le produit national quand il existe et même baisser le niveau d'activité ». Oui, mais ça ne transparaît pas dans les chiffres. Oui, ça transparaît dans les chiffres. Mais c'est observable dans les comportements d'investissement et les comportements de la production. Écoutez, rappelez-vous, s'il vous plaît, parce que c'est une question importante. Mais rappelez-vous la dévaluation de 1994. Qui a ramené... Elle n'est pas de même nature. Non, je vous rappelle. Elle n'est pas de même nature parce que le contexte est différent, c'est vrai. Je l'admets. Mais rappelez-vous qu'en moins de 7-8 ans, on a aligné complètement le dinar sur sa valeur réelle. D'accord, y compris le Fonds monétaire international, qui est le temple du taux de change, le gardien, etc., le reconnaissait. En plus des chercheurs individuels. Les exportations n'ont jamais bougé. Et les importations n'ont jamais bougé. Oui, d'accord. N'ont jamais bougé. Rapidement, pour passer à un autre point. Juste un point sur cette question. Rapidement, pour passer à un autre point. Un point simplement. C'est dans le long terme. Un point sur cette question que je voulais rajouter. Le budget de l'État qui justement empêche cette flexibilité voilà, je voulais rajouter de la monnaie. C'est ça le problème. Justement, le marché de la monnaie en Algérie est perverti. Voilà, je voulais rajouter un argument dans ce sens-là, si tu permets. Avec un budget colossal, dont une bonne partie est destinée justement à l'importation. Voilà, je voulais rajouter justement un deuxième argument sur cette question-là qui est extrêmement complexe et extrêmement sensible. C'est que pourquoi la valeur, donc on a utilisé comme variable d'ajustement, c'est pour, du point de vue des pouvoirs publics, du point de vue de la Banque centrale, de la Banque d'Algérie, c'est de pouvoir donc limiter le déficit, parce que c'est lié le déficit du budget, parce que lorsque vous dévaluez en dollars, qui sont la monnaie de paiement de vos exportations d'hydrocarbures, vous avez plus de dinars en ressources artificiellement dans votre budget. Donc ça, c'était ça qui était utilisé pour amortir le choc budgétaire, car c'était un choc de déficit budgétaire. Alors, l'une des priorités, pour passer à notre point... Parce que la dévaluation, elle renfloue le budget de l'État. Monsieur Abdallah, alors, pour passer à notre point... En 2016, on a exporté plus qu'en 2017. 1,4 et en 2017, 1,3. Hors hydrocarbures. Donc c'est vraiment inquiétant. C'est vrai. Ça, c'est incroyable qu'on ait ce comportement. C'est-à-dire que l'exportation en Algérie, c'est pas rigide. C'est complètement... Mais ça reste avec un plafond de verre. Non, mais 2017, le dollar, il s'est déprécié. Il est en train de reprendre sa valeur de 2011. Oui. Et ce qui fait les exportations se sont dépréciées en dollars. Mais si on les calculait en termes réels, tu vas voir un autre résultat. On a utilisé le dollar en exportation. Pour passer à notre point, toujours parce qu'on parlait du poids de l'informel, alors l'une des priorités pendant l'exercice 2018, c'est de capter le maximum de cette masse monétaire qui est en dehors du circuit formel. Plusieurs dispositifs ont été proposés par le passé. On a essayé l'emprunt obligataire, on a essayé ce qu'on a appelé, entre guillemets... la mise en conformité. La mise en conformité avec ces fameux 7%. Et aujourd'hui, le gouvernement s'apprête à décréter une loi permettant aux détenteurs de capitaux de déposer leur argent dans les banques sans qu'ils ne soient obligés de justifier l'origine. Oui. Mais la mise en conformité, c'était déjà ça. C'était à peu près avec ça. Avec un taux de 7%, on n'explique pas. C'était déjà ça. Mais ça n'assumait pas. C'était déjà ça. Ceci peut être une bonne chose, ou une partie de la réponse à la question. Mais est-ce qu'on peut faire autrement aussi Est-ce qu'on peut faire autrement? La solution radicale, vous l'imaginez, mais qui a
beaucoup d'inconvénients aussi. On a parlé de changer de monnaie. Changer de monnaie, oui, ça c'est la solution radicale. Ça c'est radical, on peut bancariser tout ce qui est maintenant dans... On parle maintenant de changement de billets aussi. Hein. Non, la monnaie, le billet, voilà, c'est ça, changer les billets, c'est ça. Ça, c'est la solution radicale. Elle a ses inconvénients parce que, bon, elle suppose un certain nombre de prérequis. Maintenant, pour la solution qui est proposée par le gouvernement, effectivement, ça peut être une solution, enfin une partie de la solution au problème, mais à condition qu'il y ait des opportunités d'investissement dans le pays. C'est ça la question principale. Aujourd'hui, l'appétence pour l'investissement est faible en Algérie. Les Algériens, ceux qu'on appelle les entrepreneurs, ceux qu'on appelle les commerçants, ceux qui ont de l'argent, leur appétence pour investir dans la production, dans les services, est très faible. Parce que l'économie est encore dans une situation d'absorption d'une demande qui peut être satisfaite par l'importation. Et tant que, sur le plan local, sur le plan national, les questions d'incitation à la production, des questions liées à la qualité de la production ne sont pas réunies et que l'appétence pour l'investissement est faible, on peut avoir, donc, par cette démarche éventuellement, des dépôts dans les banques qui va produire une surliquidité des banques. Et qu'est-ce qu'on fait avec une surliquidité quand il n'y a pas d'investissement? Et on va demander encore à la Banque d'Algérie d'intervenir pour éponger la surliquidité, qu'elle va rémunérer, etc., etc. Je pense que la question essentielle est celle-là. C'est de poser le problème dans sa globalité et non pas aller par des petits bouts. Aujourd'hui, le climat d'investissement en Algérie, et il faut le dire, est mauvais. Voilà, il faut le dire. Il est mauvais quand vous vouliez investir en Algérie. On n'a pas réglé le problème du foncier industriel. C'est faux de dire que c'est réglé. Il y a des investisseurs qui attendent depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Les infrastructures, on a effectivement investi beaucoup dans les infrastructures, mais le dernier bout qui reste à faire, il n'a pas été fait. Il y a des zones industrielles, les 48 zones industrielles inscrites ne sont pas encore réalisées. Les équipements ne sont pas encore, les réseaux ne sont pas encore installés. Donc, il faut régler le problème structurel de l'économie algérienne. Il faut que l'investisseur soit amené à préférer l'investissement sur la production que l'importation. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Moi, je pense qu'effectivement, il faut être peut-être plus nuancé. Déjà, en soi, hein, le problème des liquidités qui sont hors système bancaire est un problème de sécurité nationale. C'est même plus parce qu'on ne sait plus, et donc on ne sait plus ce qu'il y a, par qui il est donc manipulé, d'où ça vient, est-ce que c'est de la drogue, est-ce que c'est des réseaux terroristes, est-ce que c'est des surfacturations, qui sont récupérées, etc. Donc en soi, donc c'est la possibilité donc d'assécher progressivement cela. Est déjà une bonne chose, moi je pense, si ça réussit, parce que déjà, donc les expériences de mise en conformité volontaire donc, ont été... 4 milliards de dollars donc seulement. Ça n'a pas été un succès. Donc ça c'est un premier. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'interroger pourquoi il y a un effet d'éviction des activités productives par rapport aux activités commerciales, essentiellement à l'import. Essentiellement à l'import. Donc ça... Peut-être que je dis, c'est une hypothèse de travail, hein. Je ne sais pas si vous allez les valider. La liste des 800 produits à ne plus importer, ça peut ouvrir comme politique publique, disons transitoire, comme appui donc à des industries naissantes, à un tissu productif sur lequel il peut y avoir ce type d'investissement. Donc il ne faut pas trop rendre négatif. Moi, je vois donc maintenant le secteur privé donc a une capacité et un dynamisme qu'il n'avait pas il y a quelques années, parce que ça reste maintenant le chemin qui est le plus intéressant pour pouvoir donc se développer. Et ça, à mon avis, de plus en plus, il va falloir lier, je suis d'accord avec toi, à cette mesure, d'autres mesures d'accompagnement qui améliorent le climat des affaires, qui rendent les facteurs de production disponibles, non pas parce qu'on est lié à une clientèle proche de ceux qui décident, mais parce qu'on a un projet qui fonctionne.
Ça, c'est fondamental. C'est une liberté économique qui est beaucoup plus importante que celle de l'ouverture totale de l'économie, comme le disait Philippe Agéon, professeur au Collège de France, lorsqu'il est venu faire son exposé à Alger à l'occasion du séminaire international qu'a organisé la Société d'économétrie dont le siège est aux États-Unis. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir, donc, là aussi, tu as tout à fait raison, donc construire cet écosystème qui permette à cet argent de pouvoir être investi et non pas continuer avec l'enseigne. Donc peut-être c'est un instrument qui va arriver à un moment donné à ne plus produire les effets positifs et vertueux qu'on lui connaît. Moi, je voudrais dire... Allez-y. Mais je peux dire quelque chose sur ce point. Effectivement, la problématique centrale, mais quels que soient les problèmes de détail sectoriels qu'on prend, etc., on est ramené au centre, au cœur du problème, qui est la structure de l'économie nationale, mais comment elle se comporte, etc. Mais concernant ce point, mais quand on examine le système d'incitation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le système d'incitation, on se rend compte d'abord que c'est un système qui est pro-importateur. Oui, c'est clair. Qui a un biais d'exportation. Et s'il est pro-importateur, nécessairement, il a un biais antiproductif aussi. Tout à fait. Hein, d'accord ? Dans les détails. C'est-à-dire que, en même temps qu'on demandait depuis les années 70, ce n'est que des formes renouvelées qui sont venues dans les années 90 et 2000, etc., au secteur économique, qu'il soit étatique ou privé, de faire de la substitution d'importation et de la diversification des exportations, mais on lui mettait en place un système d'incitation qui l'incitait à faire complètement le contraire. Ce qui fait aujourd'hui, on se retrouve avec un secteur économique. Là, les chiffres de l'ONS, pour ceux qui veulent le lire, le disent très très largement. Sur le plan sectoriel, tous les secteurs, sauf celui des hydrocarbures, ont vu leur déficit s'élargir. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, ils se sont suffis d'un excédent des hydrocarbures pour éponger les déficits de tous les autres. Deuxième indice, le taux de pénétration des importations a augmenté pour tous les secteurs aussi. D'accord ? C'est-à-dire que... Alors la question qui est posée aujourd'hui, si nous n'avons pas réussi de telles politiques au moment où on avait une largesse financière comme pas possible, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de le faire avec, mais par exemple, avec un financement non conventionnel? Là, il y a une question, c'est-à-dire que les politiques structurelles aujourd'hui deviennent un vrai challenge. Hein, ce n'est pas des petites politiques. Maintenant, le secteur privé qui s'élargit, etc., je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mkhidesh. Le secteur privé, moi je n'ai absolument rien contre le privé. Je dis même que notre salut viendrait du privé, à condition qu'il se développe dans les moteurs de croissance, etc., qui peuvent être le salut de ce pays. Je dis absolument la même chose. Hein. D'accord, mais pour le moment... Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ah, non, ça c'est sur le principe. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais pour ne pas le cas, c'est-à-dire qu'on a affaire à un secteur privé qui est émietté, qui ne forme pas encore un système, hein, et je pense que là aussi, les pouvoirs publics sont interpellés pour faire de toutes ces petites unités, etc., émiettées sans relation avec les unes, avec les autres, etc., un vrai système avec une force de frappe, mais qui soit capable de reconquérir le marché intérieur et peut-être aller sur le marché extérieur. Là, il s'agit d'un problème d'économie d'échelle. Il n'y a pas de... Pour aller rapidement, il nous reste 2 minutes. Hein. Oui. Effectivement, toutes les enquêtes qui ont été faites aussi bien par l'ONS que par les organisations patronales donnent que les entreprises sont en sous-activité. Très peu d'entreprises utilisent totalement les capacités installées. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un marché ou est-ce que l'importation c'est l'importation qui est concurrentielle. Capte la demande? Donc il y a un vrai problème. Les unités ne sont pas à l'optimum, n'ont pas atteint leur optimum. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Youssef. Je n'ai jamais dit que le secteur privé, dans sa configuration et dans ses pratiques actuelles, va régler le problème. Je dis qu'il y a un potentiel dans le secteur privé et avec le fait que nous n'avons pas de plan B et que nous avons donc le financement par les hydrocarbures
donc, qui permettrait de continuer donc, à reproduire le système, c'est terminé. Et par conséquent, donc, il y a nécessairement non. Ce que je veux dire, c'est terminé. L'émission est terminée, mais je tenais à le dire. Merci, Monsieur Miklidash, pour cette précision. Je rappelle, vous êtes vice-président du Conseil national économique et social. Merci donc pour cette participation, tous ces éclairages. Merci à vous également, professeur Belmihoub, professeur en économie. Également, un grand merci à M. Youssef Ben Abdallah, professeur Youssef Ben Abdallah. Vous êtes également professeur en économie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.